Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Geneviève Terrien, qui est stratège d'affaires. Donc, on va jaser un peu marketing, service client, vente ensemble. Puis, je vais laisser Geneviève se présenter un petit peu, expliquer qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes forces, puis tu es dans le domaine depuis combien de temps? Bonjour à tous, mon nom est Geneviève. Comme Christelle l'a bien mentionné, je suis stratège d'affaires en entreprise. Je suis à mon compte depuis maintenant 5 ans avec un gros 20 ans d'expérience en vente, développement des affaires et marketing. J'ai commencé très jeune dans la vie à faire ça et je n'ai jamais arrêté en fait. Et à un moment donné, j'ai atteint un point où j'avais envie d'avoir ma propre entreprise. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte? 5 ans. 5 ans déjà. T'aimes ça Oui. toujours? Ah oui, oui, oui. Chaque jour est différent. Chaque jour est, j'ai envie de dire mieux, même si des fois on a des mauvaises journées. C'est Mais clair. chaque jour, il y a une évolution qui est là, des nouveaux clients qui se présentent, du nouveau monde avec qui tu connectes, puis que c'est super le Ouais. fun. Fait que oui, je suis très bien. La flexibilité aussi que ça apporte, l'entrepreneuriat, puis tout le kit, c'est des choses qu'on ne peut pas aller rechercher avec un emploi stable, quoique il y a d'autres avantages aussi, là, mais celle-là, c'en est une force. Geneviève, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vente parce que toi, je le sais que ça fait partie de tes forces. Puis j'aimerais que tu me dises, aujourd'hui, en 2021, on ne peut pas vendre de la même manière qu'on le faisait dans les années 60 où est-ce que le vendeur d'aspirateur sonnait à ta porte et venait de vendre ton aspirateur. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'évolution de la vente. Bien, pas nécessairement l'évolution, mais ce qu'on vit actuellement aujourd'hui dans nos années présentes, futures et actuelles. Très pertinent comme question, puis tu as 100% raison. Ça a énormément changé. Tu sais, si on fait juste reculer de 5 ans, c'était une autre réalité. 10 ans, c'était une autre réalité, etc., etc. Comme je dis toujours, les gens aiment acheter, mais n'aiment pas se faire vendre. Oui, Fait tout que à les fait. vendeurs à pression, là, ça ne peut plus exister aujourd'hui, ça, c'est sûr et certain. Mm. Et notre façon de vendre doit vraiment être orientée vers l'humain. Vraiment. Oui, oui. Il y a eu le B2C, le B2B, le B2H ou le H2H maintenant. Là, c'est de humain à humain là, que ça se passe. Oui. Il faut bien comprendre les besoins. Je veux dire, les gens sont tellement renseignés, l'information est tellement facile à obtenir Mhm. que le vendeur, son rôle a beaucoup changé dans le sens qu'avant, l'information était gardée, donc c'était lui qui présentait le produit ou les services aux clients potentiels. Mais là, aujourd'hui, les clients y arrivent et ils ont déjà l'information. Mhm. Donc, Mhm. le vendeur, lui, c'est vraiment d'aller creuser un peu plus loin, savoir si c'est le bon produit que le client a déjà en tête pour lui et de le diriger vers quelque chose d'autre si ce n'est pas la bonne chose. Est-ce que tu penses que justement parce que les consommateurs sont plus informés, c'est plus difficile de vendre ou au contraire? Dans certains Oui. moments, oui, puis dans d'autres, non. Tu sais, Oui. ça dépend quel type de personnalité on est. Mm. Surtout pour des vendeurs que ça fait longtemps qu'ils font ça, ben eux autres, ils ont dû changer leur technique des milliers de fois là, dans leur carrière. Mais, puis je dirais aussi que ça dépend de la personnalité du client. Tu sais, si le Oui, c'est client il vrai. arrive, puis il connaît tout, il sait tout, puis toi, tu le sais que ce n'est pas nécessairement la bonne chose qu'il est en train de choisir, ça peut être plus difficile. Oui, fait que là, en tant que vendeur, tu as un job justement pour y montrer, je comprends ce que tu as fait, je comprends tes recherches, Oui, mais moi, avec mon expérience concrète, je t'enlignerais vers un certain point. Puis je trouve que par contre, quand les gens arrivent trop informés, le vendeur a peur de faire ça. Puis oui. souvent, il va juste s'enligner vers ce que le client dit pour s'assurer une vente, entre guillemets, là, qui n'est pas nécessairement la bonne manière de faire non plus, là. Mais Ouais. des fois, on va s'enligner vers ce que le client il veut plutôt que ce qu'il devrait avoir. Ça fait partie des conséquences un peu moins positives, mettons. Tu as absolument raison là-dessus, puis c'est un peu dommage quand ça arrive parce que là, c'est le Mhm. client qui est brimé dans ses besoins, il n'achète pas Mhm. nécessairement ce qui va répondre 100% à son problème. Il faut démontrer de l'empathie. Tu sais, quand tu dis je Mhm. comprends qu'effectivement, il faut être très empathique, puis il faut vraiment miser sur la relation de confiance, puis bâtir la relation avec notre client, que Mhm. ce soit de la vente directe au grand public ou de la vente en entreprise, le B2B. Il faut vraiment miser sur la relation client. Ça, c'est sûr et certain.
Puis la relation est beaucoup plus longue à obtenir aussi. C'est rare qu'on va faire des ventes instantanées comparativement à l'époque où est-ce que tu vendais juste les bénéfices de ton produit, mais pas les bénéfices, plutôt les fonctionnalités de ton produit. Maintenant, il faut vendre les bénéfices. Mais les ventes sont plus longues aussi à arriver. Mais si je ne me trompe pas, le lien de confiance puis le retour sur investissement est beaucoup plus fort aussi quand on crée cette relation-là. 100%. C'est très bien expliqué la façon dont tu as amené ça. C'est vrai que les cycles de vente sont plus longs. Plus l'information est disponible, plus c'est long de faire ses recherches, considérer quelle entreprise, quel produit, quel service on va acheter. Donc, nécessairement, ça étire le cycle de vente. Donc, les entreprises, ils ont vraiment intérêt à mettre du contenu qui est pertinent selon les différents stages dans le cycle de vente, là où notre client est rendu dans sa prise de décision, il est en train de considérer, il est en train de décider entre deux solutions, entre deux produits. Puis c'est ça, ça devient un challenge pour ceux qui sont en marketing, justement, puis qui sont au département des ventes, parce que là, il faut que tu mettes du contenu. Si on recule de 5 à 10 ans, en moyenne, ça prenait jusqu'à à peu près 10, 11, 12 touch points avant qu'un prospect se convertisse en client. Aujourd'hui, si on part à froid, j'ai oublié de le mentionner avant, là, mais vraiment froid, un client qui ne connaît pas l'entreprise avant, on est rendu jusqu'à 50 touch points. Les médias sociaux aussi n'ont pas aidé, ont aidé et n'ont pas aidé là-dedans parce qu'on est tellement sursollicité par un paquet d'affaires autour de nous que c'est difficile de se rappeler de tout ce qu'on voit. Tu sais, juste prends ton téléphone, va sur Facebook, passe 10 minutes sur Facebook, puis tu as vu je ne sais plus combien de personnes, de contenus, de profils, de publicités différentes, de logos, de brands en peu de temps, fait qu'il faut faire sa place au travers de tout ça. Fait que c'est là où est-ce que ton 50 points, il fait la logique, là, dans le sens qu'on est tellement sursollicité aujourd'hui avec du contenu qui passe vite que c'est plus long à attirer ton client puis le garder. Parce qu'on s'entend, un client, dans tous les cas, qui a un besoin précis, que ça s'adonne que tu y parles au moment précis, tu peux la faire, ta vente. Mais la plupart du temps, c'est pas ça qui se passe. Il faut que tu l'amadoues, il faut que tu le séduises, puis voilà. Totalement. Puis, tu sais, ce que tu décris là, oui, effectivement, ça arrive, un client qui est prêt, puis qui te contacte, puis tout fonctionne, mais c'est quoi en termes de statistiques? 1 sur 1000, 1 sur 10 000, je ne sais pas. Oui, mais... je ne le sais pas, mais j'aimerais savoir les stats. C'est ça, puis j'imagine que c'est une réalité différente selon chacune des industries. Puis, tu sais, tu mentionnes Facebook, fait qu'imagine si on est sur plusieurs réseaux. En plus, LinkedIn, Instagram, bien là, l'information est là en très grande vague. Puis tu l'as très bien dit, là, on est sursollicité. Oui, puis tu marques un bon point parce que selon ce que tu vends, c'est sûr que si moi, je suis coach marketing, je vends des formations, je vends des services, bien, la personne, il faut qu'elle soit prête, c'est plus d'investissement, c'est plus de temps. Mon processus de vente et mon délai de vente ne sera jamais le même que Valentine qui, dans le fond, c'est une poutine, c'est un achat à 4,99, ça doit être plus rendu du 12,99, là, mais c'est un achat rapide, impulsif, tu le manges consommation directe. Fait que c'est sûr que tous les processus sont différents. Il y a autant de processus que de business aussi. Fait que c'est sûr que ça, il faut le considérer aussi dans nos stratégies de vente. Tout à fait. Puis comme tu mentionnes, Valentine, c'est motivé par un besoin primaire. J'ai faim. J'ai faim. C'est là qu'il faut que ça se passe. Tu ne peux pas attendre 6 mois. Tandis que dans d'autres industries de services ou de produits, tu peux te permettre d'attendre 6 mois. Tu réalises un besoin à combler ou un problème à régler. Tu peux attendre 6 mois, là. Exact. Fait que le processus est vraiment varié. Tu sais, faut jamais mettre tout le monde dans le même panier parce que effectivement, tu ne vends pas des fenêtres comme tu vends ta poutine de chez McDo non plus. Fait que chaque entreprise a ses stratégies de vente qui sont différentes. Chaque média va fonctionner aussi différemment selon ce qu'on a besoin de faire. Puis même, je pousse encore plus loin, 2 compagnies qui font des portées-fenêtres, selon l'entreprise derrière, le processus va être différent selon la grosseur de l'entreprise, selon les éléments qui sont mis en place. Fait qu'il ne faut jamais s'asseoir sur une stratégie toute faite. Il faut être flexible, il faut s'adapter à qui on est puis qu'est-ce qu'on veut vendre aussi. Exactement. S'adapter au marché aussi. Ça
c'est vraiment un point crucial. Ceux qui ne s'adaptent pas, bien là, tu manques un peu le J'imagine bateau, que là. ça, dans ton travail, dans ton quotidien avec tes clients, ça doit être un challenge aussi de leur faire comprendre que, tu sais, c'est pas parce que ça fonctionne pour ton voisin que ça fonctionne pour toi. Exactement, exactement. Puis comme tu dis, ça dépend des fois 2 entreprises, 2 manufacturiers de fenêtres, mais si on y va même avec d'autres exemples, Apple puis Android, juste leur processus de vente à Apple puis Samsung ou n'importe quel autre appareil Android, totalement différent. Ça vient comme de 2 planètes complètement différentes. Et pour répondre à ta question, oui, c'est un challenge parce que ça prend une certaine expérience en vente puis en développement des affaires pour voir toutes ces subtilités-là. Puis quelqu'un qui n'est pas dans les ventes, qui fait peu importe quoi d'autre, a une mentalité différente parce que dans son travail, c'est ça que ça prend pour exécuter son travail. Donc, il y a un pont qui doit être créé entre les deux. Mon défi, c'est d'arriver à faire comprendre ça. Puis un des exemples que je vais utiliser souvent, c'est le marché, il faut l'écouter. Exactement comme en immobilier, c'est le marché qui décide combien une propriété vaut vraiment et non nécessairement le vendeur. Le vendeur, il veut avoir un prix. Il ne vendra pas en dessous d'un certain prix. Mais si tu annonces ta propriété à 300 millions quand elle en vaut 500 000, ton marché va te le dire là, que ça fonctionne pas. Tu vendras juste pas. Tu vendras juste pas. Puis parlant de ça, qu'est-ce que tu penses de ceux qui font des surenchères? J'aime ça, cette question-là, parce que j'ai déjà la réponse en tête. Mais tu sais, il y en a qui vont dire, ben tu peux augmenter tes prix, tu vaux plus, mais on réalise qu'ils n'ont pas les capacités, les aptitudes, les connaissances ou les gens derrière pour justifier un prix élevé. Ça aussi, ça doit être tough en vente. Oui, ben, tu touches une corde sensible, je te dirais même, parce que oui, c'est une école de pensée que je respecte, mais qui n'est pas applicable à tout. Exactement. Un peu comme la question de est-ce que je devrais avoir une stratégie de prix à forfait ou à l'heure? Ça dépend de tellement de variables et de tellement de contextes, puis des personnes en soi derrière, comme tu as mentionné, l'équipe derrière. Et ça dépend de ce que tu vends. Est-ce que tu as un cycle de vente qui est très, très court que tu peux te permettre de faire un forfait puis ça va passer de même? Ou ton risque, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte, dans ton forfait, là, est-ce que tu es capable d'assumer le risque qui va venir avec ça? Parce qu'il y a certains services ou projets que tu vas vendre à forfait qui le risque est très, très élevé. Je pense, par exemple, à créer un site web. Oui. Créer un site web, parce que moi, j'ai eu une agence web pendant 10 ans avant, puis je peux te dire qu'effectivement, quand tu vends un forfait pour un site web, il faut que tu penses à tous les petits bugs, tous les trucs qui peuvent arriver. C'est des moyennes de temps général que tu parles avec ton client, mais des bugs en web, il y en a tout le temps. J'ai jamais fait un projet qui s'est passé bien du début à la fin sans aucune surprise, d'aucune manière. Ben, il y en a eu, mais pas beaucoup. Fait que, il y a toujours quelque chose qui se passe en web, il y a toujours la technologie, elle change tellement, les besoins des clients changent tellement que oui, ça arrive souvent. Puis effectivement, quand tu vends à forfait, ben, c'est la compagnie qui absorbe. Quand tu vends à l'heure, le problème, c'est que le client ne veut peut-être pas s'engager parce qu'il ne sait pas combien ça va lui coûter. Fait effectivement, selon le domaine, c'est un pensez-y bien. Puis j'ai envie de ramener le forfait aussi. Ce qui me fait penser souvent ce que je vois dans ma clientèle qui choisissent entre forfait ou vente à l'heure pour plus des services clients. Là, on s'entend là, pour clinique d'esthétique, tu vends ce que tu vends. Mais souvent, les forfaits, les gens vont s'attendre à avoir un rabais de 1. Puis de 2, c'est que si tu vends une banque d'heures puis tu la vends en forfait, bien, le client, il a payé pour X nombre d'heures et ça peut s'étirer longtemps. Puis le cash flow, même si tu demandes 50-50, il peut être difficile, 50 % de dépôt puis 50 % à la fin. Bien, ça peut être difficile à gérer pour certains entrepreneurs quand tu n'as pas de roulement encore. Fait que ça fait partie des éléments qui doivent être à considérer aussi. Là, j'imagine que tu dois en parler aussi avec tes clients. Souvent, régulièrement même. Puis des fois, on n'a juste pas la réponse. Tu sais, des fois, il faut expérimenter, il faut l'essayer, parce qu'on n'est pas capable d'évaluer le risque avant. Puis comme tu mentionnes, les banques d'heures, le temps, ça peut s'étirer. Fait que là, il faut que tu mettes des clauses, faut que tu dises, par exemple, la banque d'heures doit être utilisée en maximum tant de temps. Puis
Fait que ça peut devenir, ça peut créer de la friction dans le processus de vente, dépendamment comment c'est placé puis comment c'est amené auprès du client. Puis tout ça, si on revient à ta question de départ, là, les prix, la surenchère, puis tu vaux ci, tu vaux ça, oui, OK, c'est beau. Ça se peut que dans ta tête à toi, tu aies une valeur, mais il reste que c'est ton marché qui va te le dire. Oui, exactement. Parce il que reste que, oui. Ça t'enlève des clients. Oui. Si t'es trop... L'inverse est aussi vrai. Là. Voilà. Si tu ne charges pas assez cher, ben, c'est ta crédibilité qui en prend un coup. Fait que tout est relatif. Puis c'est vrai que c'est difficile à déterminer un prix. Combien tu vaux, combien ton produit vaut, combien ton service vaut. C'est facile dans des domaines où tu as beaucoup, beaucoup de comparatifs. Tu sais, mettons, en restauration, ton assiette, c'est ça ressemble à ton voisin, qui ressemble à ton voisin, qui ressemble à ton voisin. Bien, c'est sûr que c'est plus facile de déterminer un prix de ton assiette parce que là, tu as des comparatifs. Quand tu vends des services, c'est vrai que c'est plus difficile. Quand tu vends du web, la marge est tellement élevée entre celui qui fait ça tout seul dans son sous-sol puis la grosse équipe. Fait que c'est difficile d'appliquer un prix puis de te maintenir à ça aussi puis de savoir qu'est-ce que je vaux. Est-ce que je vais perdre des clients si je charge plus parce que je pense que je vaux ça, mais je vais avoir de la misère à trouver des clients? Tu sais, c'est beaucoup de questionnements, effectivement. Énormément de questions. Puis, si on se place dans la peau des clients, tu sais, si moi, je me dis, moi, en tant que cliente, je ne suis pas une fan des forfaits. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas que c'est pas correct d'avoir des forfaits. Moi, je déteste les forfaits. Moi, je veux comprendre c'est quoi que j'achète. OK, je comprends, si je m'en vais dans un gym, je vais prendre un abonnement qui est un forfait qui va me permettre d'aller au gym n'importe quand durant les heures d'ouverture, qui va me donner tant de cours de groupe, qui va me donner ci, qui va me donner ça. Je comprends ce que j'achète. Mais si j'achète un forfait d'un travailleur autonome ou d'une entreprise puis que ce n'est pas clair, j'ai automatiquement une friction puis une tension, une résistance en dedans de moi qui dit, mais là, je ne sais pas que j'achète. Ou un sentiment d'obligation aussi, dans le sens que tu dis, OK, il faut que je débourse X nombre de montants pour quelque chose, je vais-tu avoir du temps avec la personne, je vais-tu avoir ci, je vais-tu avoir ça. Fait que ça aussi, ça fait partie des questionnements, effectivement. Vraiment. Puis en plus de ça, moi, si je suis cette cliente-là qui va acheter un forfait, bien, je vais vraiment lire les clauses et les politiques de remboursement et de retour. Comme ça, si dès le départ, je me rends compte que non, ce n'est pas pour moi, ça ne fonctionne pas, bien, je vais tout de suite prendre action pour renverser ma décision. Fait que là, si on renverse ça vers l'entrepreneur, bien, c'est des risques là aussi. Il faut que tu aies une politique pour tes clients sur ce que tu vends. C'est vrai. Il faut que tu assures une satisfaction aussi à tes clients. Fait que là, oui. C'est rare dans les personnes qui font ça, qui regardent les clauses. Souvent, les gens achètent un peu les yeux fermés, fait qu'on met des clauses, mais je pense qu'il y a la responsabilité de l'entrepreneur aussi de mentionner ces clauses-là parce que les gens, ils signent puis ils ne regardent pas la plupart du temps. Là. Oui, puis c'est facile, si tu es moindrement bon en marketing, c'est facile là, de montrer que tes affaires sont vraiment chouettes. Ça m'est arrivé dernièrement que j'ai acheté une formation dans le bien-être, là, fitness, etc. Puis j'ai été vraiment déçue. Vraiment, là, après 2-3 vidéos, là, j'ai fait non, c'est pas pour moi, c'est pas le niveau que j'ai besoin. OK. Puis, par chance, elle avait une politique de satisfaction que j'avais lue avant, puis ça s'est super bien été. Puis parce qu'elle m'a émis un remboursement rapidement, sans résister, bien, je garde une bonne relation puis un bon souvenir de cet entrepreneur-là. Si elle sort d'autres produits, je vais aller vers elle puis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe de son côté. Oui, parce que tu marques un bon point. C'est pas parce que tu termines un contrat que la relation n'est pas bonne ou que quoi que ce soit. Il peut avoir un paquet de raisons aussi. Fait que c'est sûr que les gens ont peur de rembourser, ont peur de ci, mais des fois, il y a une plus-value qui peut arriver avec ça aussi, là. Encore là, tout dépend de ce que tu achètes. Puis, parce que c'est beau ce qu'on parle, là, mais c'est assez théorique. Là. Tant qu'on n'a pas de trucs concrets, c'est plus difficile à faire comprendre. Mais effectivement, dans des forfaits, c'est un bon point que tu amènes. Il faut prévoir des clauses, il faut prévoir des manières que la personne puisse... Des conditions. Oui, des conditions. Sinon, ça fait juste des frustrations. Puis là, c'est là que ça ternit ta réputation sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai essayé de me rembourser, c'était compliqué, c'était ci, c'était ça. Oui, parce que le client il est vraiment au centre de l'expérience d'achat. On en parle beaucoup, hein, l'expérience client. C'est important de donner ce service-là. Pour moi, ça fait
partie du cycle de vente. C'est super important. Oui. C'est aussi pour le vendeur là, qui a fait du démarchage ou peu importe comment le client est arrivé là, pour le vendeur qui fait ce travail-là puis qui investit beaucoup de temps à conseiller le client jusqu'à temps que la vente soit faite, ben, la satisfaction client doit être là aussi par après pour que ça fasse du repeat business, pour qu'on aille obtenir des références. Et les références, c'est ce qui est le plus... C'est le plus payant parce que tu n'as pas à aller chercher le client, c'est ton client qui va le chercher. Exactement. Puis la confiance est déjà là. Fait que la référence, j'avais une citation parce que je fais tout le temps des citations, mais là, je l'ai oublié. Je pense que c'est le bouche à oreille est la meilleure des références. Je ne pourrais pas dire mieux. Tu as vraiment raison sur celle-là parce que, comme tu t'as mentionné, le travail se fait tout seul d'une certaine façon. Toi, si tu te concentres à bien faire ton travail de marketing ou de vente, bien, les clients vont devenir tes propres ambassadeurs. C'est vrai. C'est vrai. Fait que là, tu as une petite armée là, de personnes qui vit puis qui parlent de tes services, qui parlent de toi, qui parlent de ton entreprise. Avec des gens que tu n'aurais jamais pensé ou que tu ne serais jamais allé chercher d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est vrai que c'est important de faire une bonne impression au niveau service client. Totalement. Puis ça, il n'y a pas de recette magique qui existe. C'est de donner du service et du bon service. Ouais. Tout ce qui vient avec, là, être empathique avec ton client, comprendre ses besoins, l'entendre, puis bref, être humain. Moi, j'appelle ça être humain. Comment voudrais-tu être servi, toi? Fais la même chose envers tes clients. Ouais. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger non plus, dans le sens que ce n'est pas parce que tu veux offrir un bon service client que tu es obligé de te faire piler ses pieds puis d'accepter des mauvais clients ou d'accepter des demandes de remboursement quand ça ne fait pas de sens. C'est beau le positif, mais il faut aussi que l'entrepreneur se tienne debout. Puis s'il y a des convictions, il faut qu'il démontre une certaine flexibilité aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il se fasse piler ses pieds. Ça, je pense qu'on en a toutes vécu des situations comme ça, où est-ce qu'on s'est écrasé devant un client ou à l'inverse, on a été trop strict envers un client. Oui. Ça, c'est des erreurs qu'on fait quand on débute, quand on ne sait pas trop ou quand on n'en a pas vécu nous-mêmes en tant que client. Des fois, c'est ça qui nous réveille de dire « Hey, j'ai vraiment aimé la façon dont ils m'ont traité, puis ça, j'ai moins aimé. Fait que moi, envers mes clients, je vais agir de telle ou telle façon. Mais oui, effectivement, c'est super important parce que j'oublie les chiffres exacts, là, mais un client satisfait va le dire à 3 personnes, puis un client pas satisfait va le dire à 10 personnes. Ça ressemble à ça, les chiffres? Oui, je ne m'en rappelle jamais, moi non plus, mais je ne suis pas très. Les chiffres, c'est pas quelque chose qui rentre, puis je me mémorise beaucoup. Fait que. Je suis pareil là-dessus, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas, mais... C'est pour ça qu'on est en vente, en marketing, on n'est pas des comptables. Ouais. C'est ça, exactement, si on laisse ça aux autres. Ouais. Mais c'est pour ça que j'en parle parce que, c'est la réalité, là, le 10 personnes, le client insatisfait qui va en parler à 10 personnes, ça peut faire mal, surtout comme tu as dit, là, des mauvais reviews sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'une fois que c'est là, tu ne peux plus l'enlever. Pas, c'est ça. Fait que là, c'est à toi de faire preuve. Mettons, je pense aux avis Google. C'est à l'entrepreneur de faire preuve de bons services puis d'aller dire « je suis désolée de telle affaire » ou des fois juste rien dire parce que tu ne veux pas rentrer dans des batailles, tu ne veux pas rentrer dans des débats sur les réseaux sociaux parce que, guess what, ça reste. Oui. Puis des fois, c'est vraiment mieux de dire « je suis désolée », comme tu mentionnes, contactez-nous en privé, puis là, tu gères ça d'une autre façon, mais... Aux clients, retirez-vous du monde des réseaux sociaux, retirez-vous d'Internet, amenez le client ailleurs. Vous pourrez vous engueuler dans un bureau, c'est pas grave, mais tant que c'est pas sur les réseaux sociaux, ben c'est pas mieux de s'engueuler dans un bureau, là. On s'entend que c'est pas ça l'objectif, mais il faut surtout pas partir de débats sur Internet. Ça, c'est vrai parce que les effets négatifs de ça, ils peuvent durer très, très, très longtemps. Puis, psychologiquement, en tant qu'humain, on est un peu mal fait. On va accrocher plus rapidement sur ce qui est négatif par rapport à ce qui est positif. On va s'en souvenir plus longtemps. C'est vrai. On s'en souvient plus longtemps. Fait que ça peut être très dommageable, peu importe la grosseur de l'entreprise ou le type d'entreprise. Et peu importe ce qui s'est passé, peu importe que ce soit le client ou l'entrepreneur qui a raison, parce que des fois, il y a des débats, là, c'est le client à 100% qui a tort, là, puis je dirais même 125%, mais le mal est fait pareil, là, tu sais. Exactement. Puis, tu dis ça, puis ceux en vente, en marketing, ils ont souvent été éduqués à le client a toujours raison.
C'est vrai. D'une certaine façon, oui, il a toujours raison, mais d'une autre façon, ça se peut que ses demandes soient irraisonnables. Oui, tout à fait. Puis qui rentre dans le client, il a tort, il a mal compris ce qu'il a acheté. Mais il reste que c'est de la responsabilité de l'entreprise de gérer la situation de la bonne façon. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent, tu sais, ça plaque, puis arrange-toi avec, monsieur le client, c'est toi qui as tort. Non, je pense qu'une bonne discussion, puis tu essaies de faire ce qui est possible de faire. Parce que des fois, on s'entend, des fois, c'est pas possible là, de régler ça. Exactement, exactement. Puis, tu sais, il y a toujours aussi comment tu le laisses à la fin là-dedans. Oui. C'est sûr que le client, ça se peut que tu ne rembourses pas, ça se peut que ton produit qu'il a acheté, puis que peu importe c'est quoi, ça se peut qu'au final, tu maintiennes ton point, puis honnêtement, c'est correct. Mais si tu t'ostines en disant, ben non, tu avais juste à l'utiliser comme il faut, avec versus, ben je suis vraiment désolée, c'est nos politiques, je ne peux rien faire de plus. Tout est dans la manière que tu vas t'exprimer aussi, puis tout est dans la manière que tu vas essayer d'apaiser le client aussi. Puis combien de fois, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans des magasins ou appeler à des places service client, puis être en je ne peux pas le dire. Puis finalement, tu sais, au bout de la ligne, la personne est comme, écoute, je comprends, je peux rien faire, tu ne seras pas remboursé, t'es pogné avec ton produit, mais je comprends, puis je suis désolée pour toi. Tu sais, au moins l'empathie qu'on parlait tout à l'heure, ben, c'est vrai que ça change, ça fait une différence. Ça fait que je ne reste pas enragée, je me calme après. Mais si elle avait dit, tu n'as pas raison, pas pareil. Exactement. Tu te sens entendu, tu te sens supporté d'une certaine façon. Tu n'as pas ce que tu veux, mais au moins, tu as eu preuve ou tu as été face à un humain qui t'a entendu le temps d'un moment, de ce moment-là. Puis ce que tu dis là, ça me ramène à une de tes dernières publications sur LinkedIn où tu parles du pâté chinois. Ouais. Tout est dans la manière de. Tu as 100% raison. Dans cette publication-là, tu parlais des mots, comment utiliser les mots en marketing, puis tu décrivais ce qui était un pâté chinois, tu sais, de la bonne façon, puis de la mauvaise façon, de la bonne et de la mauvaise façon. Puis c'est la même chose dans l'expérience client. Tu as une bonne, tu as une mauvaise façon, puis tout est dans la manière de le faire. Toi, dans le fond, là, tu accompagnes les clients, tu accompagnes des gens à comprendre puis à travailler justement ces messages-là pour que le service client soit aussi bon en vente qu'en conclusion de la vente, puis l'après-vente aussi. Exactement, faire de la rétention, parce qu'on le sait, ça coûte cher faire de l'acquisition de clients. Ça coûte beaucoup plus cher que faire de la rétention de clients et t'assurer que tes clients actuels sont satisfaits. Parce que, comme on disait tantôt, les clients satisfaits, ça va t'amener d'autres clients. Tandis que partir à la chasse et faire du développement des affaires, de l'acquisition de clients, c'est plus long comme processus. Ça te prend quelques erreurs. Il faut que tu te pètes la gueule 1 ou 2 fois avant de comprendre dans quel canal il faut que tu t'en ailles. Et une fois que c'est là, c'est un effort qui doit être fait en continu, donc tout le temps, parce que tu as besoin du nouveau. Tu ne peux pas juste vivre avec ce que tu as déjà. Tu as toujours besoin de nouveaux prospects qui rentrent. Donc, pour répondre à ta question, oui, je m'occupe de tous ces processus-là, tout le processus de la vente, en fait. Puis, je fais même de la vente avec certains de mes clients. Je suis comme un vendeur à louer, si tu veux. Je suis sur le terrain, je vends. Je m'occupe aussi de l'aspect marketing. Tout ce qui est inbound, ça va très bien ensemble, ça se complète les deux, marketing, développement des affaires. Si en plus, j'ai la chance de faire la vente, bien là, je deviens la meilleure personne pour dire, écoute, voici ce que les clients disent sur le marché, voici ce qu'ils me disent par rapport à tel ou tel service, tel ou tel prix. Et là, émettre des recommandations sur la direction à suivre. Fait que ça dépend vraiment du besoin de mon client, de où est-ce qu'il est dans son stade d'entreprise, puis où est-ce qu'il est aussi dans sa force de vente. S'il y a une équipe de vente déjà en place ou s'il n'y en a pas. Oui, c'est vrai que ça change beaucoup. Oui. Puis, en conclusion, si tu avais quelque chose à résumer, un élément là, le plus important à retenir au niveau de la vente, que ce soit avant, après ou peu importe, tu en as dit 75 000, mais mettons qu'on en garde un ou deux, là, ça serait quoi? Un ou deux, hey, là, tu me demandes une question qui est facile, mais difficile à répondre parce que une ou deux, tu sais. Il ne faut jamais lâcher. La vente, c'est un effort de longue haleine, c'est un marathon et non un sprint. Ça, il ne faut jamais lâcher. Deux, je vais revenir sur l'empathie puis l'aspect humain. Et avec toutes les technologies qui sont disponibles à nous, il n'y a rien de mieux des fois qu'avoir un humain chaleureux qui nous sert. C'est vrai, c'est vrai.
Excellent. Ben, un gros merci pour ton temps, Geneviève. Est-ce que tu veux rapidement, as-tu un site web pour qu'on puisse te contacter ou quelque chose comme ça? Absolument. J'ai mon site web geneviève.pro et je suis sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, partout. Excellent. Name it, you got it. Yeah. Merci à toi, Christelle. Merci à toi. Bonne journée. Toi aussi.